Bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté vous attend. Aujourd'hui, vous allez remarquer quelque chose d'inhabituel. Il n'y a pas d'invité à notre micro. Pas parce qu'il n'y a pas de proches de personnes dépendantes. Oh non. Lorsque notre proche est en situation de dépendance, une grande partie de notre attention et de notre énergie sont centrées sur lui. Il devient alors secondaire, voire très difficile pour le proche de saisir que prendre soin de lui, pour mieux accompagner l'autre, ça devrait être la priorité. Or, pour plusieurs proches, prendre soin de soi lorsque l'autre ne va pas bien n'est pas une option. Et c'est ça le cœur du sujet d'aujourd'hui. Être un proche, c'est souvent et trop souvent vivre dans le silence, dans l'oubli de soi, dans la dissimulation, parfois même dans la peur du regard des autres. Pourtant, derrière chaque dépendance, il y a des conjoints, des enfants, des parents, des amis qui portent ce fardeau qu'on pourrait qualifier d'invisible. Mais c'est aussi courir pour relever l'autre quand il tombe. Parce que c'est naturel de vouloir aider quand on aime. Trouver des excuses, cacher la vérité, éponger les dettes. On fait tout ça en pensant bien faire, en voulant protéger l'autre de la honte ou des conséquences de ses actes. Bien que ce soit un réflexe, un geste d'amour, ça peut se transformer en un piège. Celui où on pense que protéger la personne, ça se fait au détriment de ce qui la détruit. Alors aujourd'hui, on choisit d'en parler entre nous pour mettre des mots là où le silence prend trop souvent toute la place. Et qui sait, peut-être qu'en nous écoutant, vous allez vous reconnaître, dis-je bien, et comprendre que vous n'êtes pas seul. Alors, avant d'entamer la conversation, je tiens à dire bonjour à mes fidèles collègues et je vous offre l'opportunité de vous présenter pour les néophytes. Alors, Salut tout le monde, moi c'est Sophie. Sophie, Allô, c'est José. Bonjour, moi c'est Isabelle. super. Vous m'avez entendu en introduction, je suis persuadé que ça a soit sonné des cloches ou que ça vous a fait penser à des personnes que vous avez accompagnées, à des personnes qui ont été dans votre vie ou qui vous ont marqué personnellement. Qu'est-ce qui a monté spontanément là, suite à ce que je viens de nommer? Alors moi, ce qui a monté tout de suite, ça a été l'envie qu'on échange ensemble sur c'est quoi la différence entre la dépendance et la codépendance. Je pense que c'est la question qu'on se fait souvent poser parce que c'est tellement de proches parentes qu'on finit qu'on ne s'y retrouve pas. Fait que j'aimerais vraiment ça vous entendre sur qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre de la codépendance et de la dépendance. Moi, José, je veux que tu me donnes la réponse. Oh non! Comment vous voyez ça? C'est quoi pour vous être dépendant, puis c'est quoi pour vous être codépendant? C'est un test, hein? Non, c'est une discussion. Moi, dans la codépendance, pour moi, premièrement, il y a deux personnes. Il y a le co, ça implique plus qu'une personne. Et il y a de la dépendance, et on me corrigera ou on en discutera, il y a une dépendance à la dépendance de l'autre. La dépendance de l'autre ou les comportements de dépendance de l'autre me maintiennent dans mes comportements de dépendance parce qu'à travers la dépendance de l'autre, je vais chercher une façon de remplir peut-être un paquet de croyances limitantes à l'intérieur de moi. Je dépose ça. C'est intéressant. Isa? Trouver sa valeur dans être au service de l'autre, quand on le voit changer, quand on apporte un détournement de nos besoins. C'est pas clair, attendez. D'être au service de l'autre personne qui va pas bien, ça me fait me sentir vivante, mais ça me fait aussi m'éloigner de mes propres besoins, hein, en tant que codépendante. Mais c'est que ça me garde en vie aussi, jusqu'à temps que je me perde. Bon, la meilleure façon que j'aurais de l'écrire, si ce n'est pas pour éviter de répéter ce que les filles viennent de dire, ça serait d'être dépendant de la place que j'occupe dans la vie de l'autre. Dans l'optique où, que je le veuille ou pas, j'ai un rôle privilégié et j'y trouve mon compte. Et c'est ça qui est difficile à avouer, à déterminer. Je trouve que c'est devenir dépendant un peu du rôle. Dans la codépendance, je trouve qu'il y a beaucoup ça. Dépendant du rôle qui vient avec le fait de prendre en charge l'autre personne qui est en détresse, bien que ce soit louable, et qui cache parfois des choses un peu, je pourrais dire, perverses. Si ça se dit.
Oui. Tu sais, moi, ce que j'ai vécu dans mon expérience personnelle, puis ce que je vis beaucoup en accompagnant des personnes codépendantes, c'est que le dépendant, il remet la responsabilité de sa vie dans une substance ou dans un comportement dépendant. Puis le codépendant, lui, pour rejoindre un peu ce qu'Isabelle disait, il remet sa valeur et sa sécurité dans le fait de contrôler, on va le mettre avec plein de guillemettes, mais de contrôler les comportements du dépendant. Parce qu'il y a une croyance qui a été cristallisée chez le codépendant que je te sauve pour me sauver. Puis ça, c'est pas clair tout le temps au début, mais c'est quelque chose qui est important à commencer à conscientiser quand on parle de codépendance. Fait que souvent, le dépendant est dépendant de sa substance, puis le codépendant est dépendant du dépendant. Mais de sauver, de vouloir changer, de vouloir aider le dépendant, puis la codépendance devient particulièrement délicate ou difficile quand je surinvestis la vie de l'autre et que je désinvestis ma propre vie. C'est tout ce volet-là que je disais qui était délicat un petit peu, qui a apporté avec un certain degré. Ça peut paraître bizarre un petit peu, mais je trouve que chaque personne, même quand elle aide une autre personne, agit tout d'abord dans son propre intérêt. Quand on couvre, on répare, on paye pour l'autre personne, on s'évite certaines choses, puis on pourrait même parler de contrôle, on pourrait même parler de prise en charge excessive. Donc, j'aime bien toujours solliciter la personne en lui demandant qu'est-ce que tu en retires. T'sais? Alors, en quoi l'aide qu'une personne offre à une autre personne sert parfois à d'abord la rassurer et à contrôler plutôt qu'à vraiment aider l'autre? C'est la question qui tue. Les réussites de l'autre deviennent mes réussites à moi, mais donc les échecs de l'autre deviennent mes échecs à moi aussi. Bien, tu sais, la codépendance, elle prend sa racine. Pour moi, c'est une dynamique relationnelle de survie. Donc, si je l'ai développée, c'est parce que quelque part, je devais survivre dans un environnement et je suis devenue la personne qui se fait prendre en charge ou la personne qui prend en charge. Dans les deux cas, le moteur de ça, c'est que je veux survivre. Alors, ça part de bonnes intentions, mais d'intentions qui sont mal ajustées et qui peuvent devenir vraiment très dysfonctionnelles. Comme la réputation de ces attentes-là, de ces objectifs-là qu'on a, qui sont louables, qui sont nobles, qui sont teintés d'amour, mais qui finissent par devenir, j'ai encore le mot pervers, là, mais qui ont des effets pervers plutôt que... Oui. Bien, tu sais, l'intention quand t'aides quelqu'un, moi, je dis tout le temps la même affaire. Quand quelqu'un se noie, c'est pas le temps d'y apprendre à nager, c'est le temps de le sauver. Mais dans la dynamique dysfonctionnelle de la codépendance, c'est qu'il y a une personne qui s'est dit « Ah, je peux aller me baigner sans savoir nager et sans flotteur parce qu'il y a un lifeguard en permanence qui est là pour venir me sortir de l'eau quand je commence à faire des petits bouillons. » Alors, il retourne dans l'eau, puis l'autre, il va le sauver juste avant qu'il se noie. Fait que là, je me déresponsabilise de ma responsabilité d'apprendre à nager, mais je continue à me mettre à risque parce que j'ai pas de toute façon à me responsabiliser parce qu'il y a quelqu'un qui le fait pour moi puis qui m'empêche de me responsabiliser. Mais celui qui va me sauver, il a des bonnes intentions. Il veut pas que je meure, il veut pas que je me noie. Fait que c'est ça qui devient difficile parce que si j'arrête d'aller te sauver, tu vas te noyer puis je vais être responsable, moi, du fait que tu te noies. Fait qu'il y a comme... Vraiment, c'est un combat intérieur. Ouais. J'ai envie de mettre en image quelque chose. Tu sais, j'entends souvent apprendre à pêcher plutôt que de nourrir. Tu sais. Il y a des moments dans la vie où ce que la personne a besoin d'être nourrie sur le champ pour après ça lui enseigner à pêcher. Hein? C'est cette image-là qui me vient parce que c'est comme typiquement... Oui, non, je ne ferai pas le pont tout de suite. Peut-être tantôt, je vais revenir là-dessus, mais oui, merci. Oui. Parce que, tu sais, la première fois, quand quelqu'un se noie, c'est pas le temps de dire, ben je te l'avais dit de ne pas y aller dans l'eau, pas de flotteur. Tu y vas. Mais après ça, si je continue à t'aider à ne pas te responsabiliser, c'est important, comme tu disais, Sébastien, tantôt, à se demander pourquoi je fais ça. Comme codépendant, pourquoi est-ce que mon désir que tu n'apprennes pas à nager
supplante finalement mon envie de le faire pour toi, là, quelque part. Fait que ça peut être intéressant comme questionnement pour le Il codépendant. devrait avoir une certaine gradation. On ne fait jamais la même intervention, entre guillemets. Là, j'utilise le mot intervention, mais je parle d'un proche vis-à-vis de la personne qui est en situation de dépendance. Puis, encore une fois, c'est vraiment, je prends l'image, que ce soit celle de Isa ou de José, puis la personne qui est en dehors de la piscine, puis qui se dit, hey, ça commence vraiment à être difficile pour moi de supporter une personne qui se noie constamment ou qui continue de se pitcher dans l'eau malgré mes indications. Donc, il y a un malaise qui naît. Là, c'est normal de vouloir le soulager. Puis je pense qu'une fois que ça, on n'a pas appris à le soulager autrement, puis en plus, on ajoute à ça des croyances limitantes, des croyances de surresponsabilisation. On parlait beaucoup de missionnaires, des missionnaires dans d'autres podcasts ou dans les ateliers ici. Puis hop, là, l'enclenchement, il est parti. Là. Genre, ça devient ma responsabilité. Puis je commence de plus en plus à le faire pour moi de façon inconsciente. Puis il est là, le piège. Puis ça, je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui tombent dedans sans même s'en rendre compte. Parce que les intentions sont louables toujours. Notre lifeguard ici, là, on s'entend qu'il est formé. Il y a eu une formation. Après ça, il est payé. Après ça, il y a des horaires. Il punch in, il punch out. Il fait pas ça 24 heures sur 24, là. Parce qu'un lifeguard qui doit sauver du monde, ben il gagne à être au meilleur de ses habiletés physiques et mentales pour pouvoir le faire. Puis quand on parle de codépendance, on parle pas d'une personne payée, formée. On parle pas d'une personne qui a un début de shift puis une fin de shift. On parle d'un proche qui, parfois, est là quasiment 24 heures sur 24 avec une personne qui vit de la dépendance. On parle d'un ami qui se sent complètement impuissant, qui n'a aucune formation en termes de dépendance. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là aussi de pour quelles raisons je le fais, moi, qu'est-ce qui me pousse à adopter cette posture-là, puis de se demander aussi, ben est-ce que c'est ça mon rôle? C'est-tu ça le chapeau que j'ai envie de mettre? J'ai-tu envie d'être sauveuse lifeguard? J'ai-tu envie d'être intervenante d'un jour pour un proche? Ou j'ai envie d'être l'amie, la mère, la fille, la blonde, le chum? Rendre sa juste place. Moi, d'où je viens dans mon enfance, j'ai appris que pour me sentir en paix, il fallait que j'aie ce rôle de sauveuse-là très tout petite déjà. Fait que ce que ça a fait chez moi, c'est que j'ai appris que la paix, je la trouvais quand j'essayais de répondre aux besoins de la famille pour que je puisse faire « Ah, OK, là, je suis correcte, je suis en sécurité. » Fait que plus grande, c'était plus un choix, c'était juste comme un mode survie normal. Quand je cherche la paix puis il y a un conflit, ma job, c'est de le régler pour que je retrouve la paix. Pas régler mon monde intérieur en répondant à mes besoins, en mettant mes limites. Ça, je savais pas c'était quoi. Mais si tout le monde est correct, je vais pouvoir faire « Ah, là, je suis correct. » C'est déstabilisant de changer sa description de tâche du jour au lendemain. C'est comme si tu imprégné en toi dans la manière que tu le décris. C'est comme, il faut tout que je reboot, là, que je réinitialise les réglages. On sait bien que c'est pas possible de faire ça. On tend à trouver son juste équilibre. Là. C'est intéressant parce qu'Isabelle, ce qu'elle rapporte, c'est une codépendance qui va se développer très, très tôt dans l'enfance en raison d'un milieu dysfonctionnel qui est vraiment le terreau le plus fertile au développement des dépendances. Fait que dans le fond, ce que la personne a fait, c'est je vais prendre tes responsabilités pour me sauver. Parce que si toi, tu coules, je coule. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma famille. Si je ne sauvais pas ma mère, je mourrais. Fait que moi, ma mère, je ne l'ai pas sauvée tant parce que je suis un être très vertueux, avec doté d'une grande générosité. Ce qu'il y avait en arrière de ça, c'était mon désir à moi d'être sauvée. Si j'ai pas de mère, je meurs. Puis ma mère n'est pas capable de s'occuper d'elle de mon point de vue, donc je vais prendre cette responsabilité-là pour ne pas mourir, pour pouvoir avoir une maman en revanche. Mais c'est vraiment de la déresponsabilisation de moi et de l'autre. Mais enfant, on sait pas ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une relation, c'est un schéma relationnel de survie. Parce que quand on fait ça, c'est pas tout analysé quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là, tu vas au plus court pour pouvoir survivre dans ta famille. Mais c'est plus tard que tu regardes tes comportements et tu dis, il y a quelque chose qui marche pas, là, parce que j'ai besoin de sauver les autres. Pourquoi au juste? Parce que c'est ça qui est intéressant d'aller trouver comme codépendant. Oui, c'est valorisant jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment donné, ça devient très lourd. Surtout s'il n'y a pas nécessairement de retour de l'autre côté. Parce que tu peux aider quelqu'un qui ne manifeste pas nécessairement sa reconnaissance non plus. Fait qu'elle est où vraiment ta réelle reconnaissance? Ça, c'est la question la plus importante, je trouve, à se poser pour un codépendant.
ça fait en sorte que ça perd de son sens assez rapidement. Tu sais, c'est rare que la lune de miel de « Ah, je te prends en charge, je t'aide, je te mène en thérapie, 4 semaines après, tu sors, c'est réglé ton problème. » C'est rare que ça se passe comme ça, là, c'est pas un film. Puis j'ose croire qu'il y a des gens soit qui nous écoutent ou qui se reconnaissent puis qui disent « Ça a duré des années, puis c'était pas le fun. » Puis j'en ai tiré 0 valorisation. Donc, ça revient un peu à les personnes aussi qui consomment en général. C'est pourquoi je continue, bien que ça m'apporte des méfaits qui sont éprouvés puis qui ils sont dans ma face, là, ils peuvent pas être plus clairs. Là. Comme j'aime bien le rappeler, les gens qui fument, ils savent que c'est pas bon pour eux. L'être humain ne suffit pas de savoir, il doit prendre conscience, il doit faire des réalisations. Puis j'ai l'impression que les proches de personnes dépendantes ont peut-être des réalisations communes. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui sont les éléments que les personnes proches de dépendantes ont en commun, à votre avis? Que ce soit des émotions, des sentiments, des concepts, des traits de personnalité ou... Bien, pour moi, c'est des hyper responsables. Donc, c'est des gens qui ont développé vraiment... C'est des... Si on veut aller les étiqueter, c'est des sauveurs, c'est des missionnaires dans l'âme. Et c'est des gens qui ont vraiment une hypo-responsabilisation. Donc, une hyper-responsabilisation, puis ils vont sauver quelqu'un souvent qui est dans l'hypo-responsabilisation. Puis c'est des gens qui portent beaucoup de culpabilité aussi. Donc, c'est ça le moteur principal au fait que j'ai de la difficulté à déposer mes gants puis à dire « je te rends ta vie et je reprends la mienne ». Il faut le nuancer ça aussi. Parce qu'il y a la culpabilité. Si je fais ça aujourd'hui puis que demain, il pose un geste fatal, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc, c'est comme sans fin parce que la culpabilité, elle est très, très présente. Puis quand je suis un parent avec son enfant, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Donc, il y a tout ça à regarder vraiment au niveau de la culpabilité. Quand c'est mon conjoint ou ma conjointe, je vais briser la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement que je pourrais changer? Donc, il y a beaucoup de questionnements qui est vraiment motivé par un sentiment de culpabilité. Ça, c'est vraiment une émotion qui est importante à aller voir avec les codépendants. Comme une surintrospection. Donc, l'âme du sauveur, la culpabilité, quoi d'autre, selon vous, qui est beaucoup présent? Bien, c'est grâce à moi ou c'est à cause de moi. Hein, c'est... C'est vraiment encore dans la surresponsabilisation, dans la prise en charge démesurée de la réalité de l'autre. Là. Si je vous dis impuissance, ça serait quoi la place de l'impuissance que ça occupe dans leur vie? Très peu au début. Puis c'est pas pour rien que... On va vous en parler tantôt de la conférence qu'on a organisée, mais c'est pas pour rien qu'on a mis une cape de super-héros. C'est qu'au début, il se sent pas impuissant nécessairement, le codépendant, puis c'est pour ça qu'il agit de façon pratiquement compulsive. Surpuissant, en fait. Bien oui, parce qu'à un moment donné, je vais la trouver, la solution qui va faire que mon proche va réussir à se prendre en main. Moi, je la connais, la clé. C'est juste que j'ai pas trouvé la bonne, mais j'ai un gros trousseau, puis je peux l'utiliser pendant très, très longtemps. Fait qu'il y a beaucoup ça aussi chez les codépendants. Oui. Il y a un moment donné où le codépendant dit bien, s'il m'aimait, il changerait là, avec tout ce que j'ai fait. Là. Tu sais, quand on commence à être usé, là, qu'on a tout mis en place puis qu'on ne voit pas le changement opérer. Là. Oui. Moi, tu sais, à la place de l'impuissance, je vois beaucoup de peur. Alors, le codépendant est rempli de peur. Et ce qui amène quelqu'un à contrôler dans la vie, ce qu'il y a en dessous de ça, c'est souvent un 45 pieds de peur. Donc, il y a beaucoup de peur. Et le fait d'avoir peur m'amène à vouloir contrôler les comportements de l'autre, à vouloir enquêter, surveiller, savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, y a-tu bu, y a-tu consommé, y a-tu sorti. Donc, vraiment, d'une façon compulsive, je vais me mettre à surveiller mon proche pour diminuer mon anxiété et ma peur. Parce que si t'es bien, je suis bien. Si t'es mal, je suis mal. C'est ça, la codépendance. C'est fort parce qu'un vient avec l'autre. Je veux dire, si on était en mathématiques, là, je vois des chiffres puis je vois la même colonne de l'autre bord. On dirait, je change une colonne, l'autre colonne change. C'est vraiment une interdépendance l'un avec l'autre. Donc, on a beaucoup parlé de honte, de culpabilité, un petit peu d'impuissance. La peur, tu sais, je pensais à la peur de la rechute aussi, tu sais. La peur de qu'est-ce qui va arriver, mais aussi le regard des autres dans l'équation. Puis quand on parle de peur du regard des autres, ça vient avec ce qu'on appelle la honte, qui, je crois, est omniprésente. J'en parlais en introduction. Selon vous,
à quel point la honte vient, je sais que c'est dans la même famille un petit peu que la culpabilité, mais la honte profonde de mon proche est une mauvaise personne ou je suis une mauvaise personne ou je suis pas à la hauteur de la situation. À quel point pour vous ça fait en sorte que ces personnes-là ont de la difficulté à demander de l'aide? Bien, en fait, peut-être que je ne répondrai pas à ta question, mais ce qui a monté comme image, c'est ma mère a passé pour une mère Teresa, une sauveuse, était vénérée de la famille. C'est comme, oh mon Dieu, elle est tellement, hein, une chance qu'elle est là. Puis, tu sais, parce qu'elle était toujours là pour essayer de sauver le dépendant de la famille. Tu sais. Toujours là. Toujours là. Puis ça a fait que elle était reconnue. Fait que veut pas, ça alimentait sa croyance que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Puis en bout de ligne, ben, le résultat n'a pas changé parce qu'elle l'a maintenu là-dedans, inconsciemment. Puis, mais moi, je me rappelle, la petite fille que j'étais, ça me fâchait. Je me disais, mais non, c'est pas vrai qu'elle est si extraordinaire que ça. Parce que à cause qu'elle maintient ça, toute la famille est prise là-dedans. Tu sais, déjà jeune, je le voyais, ça. Puis de l'extérieur, c'est comme wow. Parce que grâce à elle, ça paraît bien. Grâce à elle, on regarde puis on fait « Hey, je les envie, eux autres. Hein? » Fait Beaucoup le paraître. Le paraître, oui, tout à fait. Bien, tu sais, la honte, pour moi, tu sais, dans le monde de la codépendance, c'est un peu comme dans le grand monde du sport. Il y a beaucoup de gérants d'estrade. Donc, il y a beaucoup de gens autour qui vont te dire qu'est-ce que tu devrais faire, comment tu devrais agir. En tout cas, moi, si c'était moi qui étais pogné dans cette situation-là, je te dis que je t'arrangerais ça. Ton enfant, c'est ça que tu devrais faire. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression sociale qui est mise sur le codépendant et ça peut l'amener à se refermer parce qu'il se sent jugé à chaque fois qu'il vient exprimer ce qu'il vit au lieu d'être simplement écouter. Parce que c'est très facile quand t'es pas dans une situation de dire « Ah, mais moi, à ta place, je ferais ça. » Fait que moi, je pense que ça, c'est une raison qui fait que pour ne pas être jugé et augmenter déjà une culpabilité qui est excessivement présente chez lui, ben il va se refermer sur lui-même, il n'en parlera plus et c'est une mauvaise idée. Il faut juste trouver les bonnes personnes et les bons endroits où en discuter, mais se refermer sur soi, c'est pas gagnant comme option. Disons que ça l'isole pas mal. Puis quand le mot solitude me vient à l'esprit, ça rime souvent avec être tristesse. Tu as déjà la tristesse de voir ton proche s'auto-détruire, se faire du mal, l'impuissance de ne pas comprendre, la peur de ce qui pourrait lui arriver, de ce qui pourrait t'arriver. Puis là, on rajoute à ben je vis ça tout seul. Je veux dire, ici, on existe parce qu'on est là pour rappeler aux gens qu'ils sont pas seuls dans leur démarche, puis qu'ils sont pas seuls dans leur établissement. Puis ben, la bonne nouvelle, c'est que les proches non plus sont pas du tout seuls, puis je pense qu'on le répète pas assez, là, définitivement. On parle beaucoup depuis tantôt des motivations intrinsèques à vivre de la codépendance. Donc, même si la personne codépendante n'est pas encore consciente des croyances qui la motivent dans ces comportements-là, il y a tout un élément de « moi, je suis en mode survie, puis je suis en train de me donner un faux sentiment de protection puis de sécurité. » Au final, je le fais pour moi. En bout de ligne, je le fais pour me sauver moi. Puis il y a tout cet élément-là. Moi, je vais utiliser la métaphore de mettre un coussin sur un coin de table, OK? Je le fais pour me sauver moi en essayant de sauver l'autre. Fait que je suis en train de lui mettre des coussins sur tous les coins de table que je pense bien qu'il pourrait trouver. Il a consommé, fait qu'il a oublié de faire son lunch, fait que je vais y faire un lunch. Il n'y a plus de cash pour faire son épicerie, fait que je vais y faire son épicerie. Son appartement, il est en bordel, je vais laver son appartement. Tous ces comportements-là, puis il y en aurait 50 000 autres. Une bonne coloc. J'ai déjà été une bonne coloc, une trop bonne coloc. J'aime ça. Moi, j'associe ces comportements-là à mettre des coussins sur des coins de table. Donc, moi, à court terme, je maintiens cette idée-là que je suis en train de faire la bonne chose parce que, heureusement, grâce à moi, la personne s'est pas cognée le petit orteil sur un coin de table. Phew. Puis, à un moment donné, là, les coins de table, il y en a peut-être un que j'aurais même pas vu. Peut-être que moi, j'aurais même plus l'énergie pour en mettre des coussins. Les coins de table, c'est les conséquences de faire des choix en fonction de mes dépendances. Les coins de table, c'est les conséquences de choisir ma dépendance par rapport à d'autres comportements alternatifs plus sains. Et plus j'ai des personnes autour de moi qui mettent des coussins par-dessus mes coins de table, bien, moins je me cogne,
moins je réalise qu'il y a des impacts à mes décisions. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là aussi de mes choix en tant que codépendante me donnent l'impression que je fais la bonne chose, me donnent l'impression que j'aide l'autre, mais au final, il y a des conséquences pour moi, puis il y a des conséquences pour mon proche. Mais ça, c'est la On partie... n'aide pas quand on aide. On n'aide pas quand on aide, mais ça, c'est la partie qui, moi, m'a fait le plus mal. Et ça me rend encore émotive aujourd'hui de réaliser que dans mon processus là, de lâcher le break sur ma codépendance, j'allais devoir voir quelqu'un se cogner sur un coin de table. Ça m'a vraiment fait mal. Mais j'ai compris que j'allais devoir enlever mon coussin. Parce que j'étais vraiment en train de me faire mal, puis j'étais vraiment en train de faire mal à quelqu'un d'autre. Oui, parce que par ces comportements-là, chacun entretient le système de codépendance. Fait que, tu sais, si tu es un dépendant puis tu t'es rétabli, on a tous pogné notre bas fond. Sans le bas fond, il n'y a pas de possibilité de se reprendre en main vers le rétablissement. Un codépendant, involontairement, avec les coussins qu'il met, il empêche le dépendant d'aller toucher à son bas fond. Parce qu'à chaque fois qu'il vient pour aller se cogner au fond, oups, il y a un petit coussin qui est mis en dessous. Donc, tant qu'il y a « je veux t'aider », mais je nuis à la responsabilisation de soi. Et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est comme « mais qu'est-ce qui va se passer si je ne contrôle plus ?» Et c'est le travail du codépendant de se défaire de ce contrôle-là en allant questionner ses croyances. Parce que si je pense que c'est moi qui peux changer ta vie, il y a une croyance qui est fausse, qui est invalidante, puis qui est vraiment à revisiter. Imaginez-vous quand vous décidez de changer un comportement sur vous-même, genre vous voulez perdre 5 livres. Vous l'avez décidé, vous le voulez, puis au bout de 2 jours, vous commencez à trouver ça compliqué. Puis vous avez pris la décision pour vous-même. Fait que penser qu'on peut changer ou contrôler le comportement d'une personne, il y a 0% de chance que ça arrive si la personne ne le décide pas. Puis comme Sophie le disait, c'est la partie la plus difficile à intégrer pour un codépendant de dire « ce pouvoir-là n'est pas entre mes mains ». Fait que ce lâcher-prise-là, il donne le vertige pendant un grand bout de temps. Mais il est nécessaire. Mais ça ne voudra jamais dire de ne pas aider, ça ne voudra jamais dire de ne pas être aimant, de ne pas être dans l'empathie. C'est là le défi, c'est de trouver sa juste place, trouver son équilibre là-dedans. Parce que si le message que vous entendez actuellement, c'est « foutez-vous-en, faites comme si ça ne vous affectait pas », c'est pas ça pantoute. C'est un art qui se maîtrise, c'est un équilibre qui est difficile, qui est parfois même très difficilement soutenable, mais qui est la bonne chose à long terme. Parce que, comme j'aime bien cette citation-là, est-ce que je t'aide vraiment quand je t'aide? Puis c'est ce que Sophie décrivait, c'est ce que José aussi vient d'illustrer. Puis oui, je peux aider l'autre. Je peux être plus dans l'amour, tu sais, dans le soutien. Le soutien, c'est pas un soutien inconditionnel. Puis des fois, c'est peut-être ça la stratégie. C'est peut-être trouver un juste milieu où le soutien est amalgamé à du lâcher-prise de « Hey, voici ce que je vais faire, voici ce que je suis à l'aise de faire, voici ma limite, et je ne la transgresserai pas. » Voilà. Ça va être difficile, Voilà. mais ça sera jamais intolérable, mais jamais insupportable. Voilà. Il y a dans les fraternités anonymes une phrase qui, je trouve, qui résume bien. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, hein, tu sais, je cherche, tu sais, comme avec un désir sincère de faire un changement dans sa vie, bien là, il y a quelque chose qui peut rentrer. Hein. Apprends-moi à nager. Exactement, c'est ça. Là, je suis en train de me noyer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel mot il faut que je fasse? Là, wow, tu sais. Pas genre, hey, regarde, viens. Ouais, je sais pas, attends une minute. Tu sais, il y a une histoire qui dit que quelqu'un demandait à la vie, je vais me noyer. Ben il dit, je t'ai envoyé une bouée, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé... Ils n'ont pas vu. C'est ça. Ouais, mais tu sais, moi, je m'attendais à ce que tu m'envoies telle affaire précisément, là, tu sais. Il y a un lâcher-prise de comment que ça va se passer, se rétablir. Accepter que ça va prendre une acceptation de la solution qui nous est présentée et non pas comme « Ah non, c'est pas à telle heure, c'est pas au bon moment, c'est pas la bonne personne ». Lâcher prise sur le contrôle aussi. Bien, parlons-en, parce que ce qui m'est venu comme image, c'est un film d'Hollywood où c'est Superman qui vient me sauver de ma situation. Puis quand José m'a demandé de faire le visuel pour la conférence dont on va vous parler prochainement, elle m'a demandé
est-ce que tu peux mettre une cape, un visuel de cet ordre-là? Puis tu l'as mentionné tantôt, José, à quel point on se voit un peu dans la surpuissance. Mais c'est aussi ça qu'une personne dépendante peut s'attendre de son proche. Hey, sois mon sauveur. Et on a vu, je pense qu'on a décortiqué assez profondément en quoi ça peut être bénéfique, entre guillemets, pour la personne. Ça peut être, c'est intéressant, à court terme, valorisant, je suis important pour l'autre, etc. On en retire quelque chose. Mais à la fin de la journée, il n'y a personne qui est Superwoman, il n'y a personne qui est Superman. T'sais. Puis j'aurais voulu t'entendre justement, José, sur qu'est-ce qui fait que tu étais aussi attaché à ce modèle-là, là, on se voit un petit peu plus gros qu'on est réellement en termes de force, mais en termes de capacité? Bien, parce que le codépendant, il se sur-idéalise dans sa capacité à pouvoir sauver l'autre personne. Puis on a mis sur... tu sais, le monsieur avec la cape, là, la personne avec la cape, puis je voulais qu'il y ait une ombre plus petite. Parce que l'image que j'ai envie de donner à mon proche puis à l'entourage, c'est que moi, je suis capable de te sortir de là. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de beaucoup plus vulnérable et sensible auquel je n'ai pas accès puis auquel je ne donne pas accès. Et c'est cette partie-là fragile dans laquelle il y a la plus grande force. Alors, si la personne, elle est capable d'aller se brancher à cette partie-là fragile et vulnérable à l'intérieur d'elle et sortir du syndrome du super-héros, c'est là qu'elle va pouvoir accompagner avec le plus de justesse son proche. Fait que c'est un mythe. On le sait, les super-héros, ça n'existe pas. Ils ont tous des faux pouvoirs. Donc, c'est de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec sa vulnérabilité. Et c'est comme ça que je vais vraiment pouvoir créer une relation beaucoup plus égale. Quand tu parlais tantôt, Sébastien, de mettre des limites, c'est un des aspects les plus importants parce que mes limites, je les ai faites sauter à tous les niveaux. J'en avais plus. Il n'y avait plus de clôture pour préserver ce qui est précieux pour moi. J'ai laissé tout prendre dans le but de te sauver. Fait que ça fait partie aussi des premières étapes à franchir, d'apprendre à mettre des limites. Puis pour ça, il faut que j'enlève ma cape de super-héros pour aller retrouver ma vulnérabilité puis dire... Moi, qu'est-ce que je peux faire exactement, là? Pas ce que je voudrais ou ce que je pense qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que moi, je peux vraiment faire? Bien justement, qu'est-ce que moi, je peux vraiment faire? Habituellement, ça serait le moment où vous entendriez le petit jingle qui vous dirait « c'est l'heure de la boîte à outils ». Mais aujourd'hui, la boîte à outils prend une forme différente. Elle prend la forme d'une invitation. Donc, on vous tease un petit peu depuis tantôt en lien avec ça. Je laisse José vous inviter formellement à cet événement-là au moment de l'enregistrer, notre podcast. Alors, José. Alors, il y a 30 places maximum. Si j'étais vous, je me pitcherais tout de suite sur mon ordinateur puis sur Zephy pour réserver ma place. Donc, c'est mardi, le 30 septembre à 19h jusqu'à 21h. C'est une conférence qui s'appelle « Accompagner un proche en situation de dépendance sans se perdre ». Alors, c'est vraiment être présent, mais sans se perdre. Ce qu'on va regarder là-dedans, c'est... J'ai pas mes lunettes, mais je pense que je vais m'en souvenir par cœur. Mieux comprendre la dépendance, c'est important. On va regarder des ressources, puis on va aussi regarder comment développer la bonne attitude pour accompagner son proche. Puis, moi, j'ai envie qu'on regarde aussi les stades de motivation au changement, parce que c'est important de voir, comme Isabelle le disait tantôt, où mon proche est rendu dans sa motivation à changer, pour pas non plus investir dans des périodes où ça ne donnera pas grand-chose. Puis il va y avoir beaucoup de temps qui va être concentré à apprendre pourquoi c'est important de m'occuper de moi et de prendre du temps pour commencer à penser un petit peu plus à moi, puis tranquillement remettre la responsabilité de sa vie à mon proche. Donc, c'est gratuit, mais il faut absolument que vous vous inscriviez parce qu'il y a un nombre de participants limité. Y a-t-il d'autres choses pour Zéphi à dire? Ou... Non, tous les détails vont figurer dans les descriptions, soit que si vous l'écoutez en mode audio, si vous nous regardez en mode vidéo. Donc, j'espère qu'on vous a mis un peu l'eau à la bouche par rapport à un sujet qui est vaste et qui aurait pu faire l'objet de plusieurs épisodes ou d'un épisode d'une durée plus prononcée, mais volontairement, on a choisi de garder plusieurs réponses, plusieurs
plusieurs pistes de développement, pistes de réflexion en lien avec votre invitation personnalisée pour l'événement du 30 septembre. Alors, je vais laisser mes collègues vous dire un petit bonjour et ensuite la conclusion va s'en suivre. Prenez bien soin de vous tout le monde. À la prochaine. Au plaisir de vous croiser ici. Moi, j'ai envie de vous dire qu'un arbre qui se tient debout se tient sur son tronc et on ne peut pas être le tronc d'une autre personne. À bientôt. De laisser la personne se fier sur ses ailes et non sur la branche. Alors, on est disponible au 56 rue Turgeon. N'hésitez pas à nous contacter au 450-435-0808 ou visiter notre site web au www.domrémy-sainte-thérèse.com. Alors, until next time, bonne soirée, bonne journée. Bye bye et tout à le bientôt. monde. Bye bye. Ciao.